L'homme des marais. Au cœur de l'année 2025, on aurait pu croire qu'il ne se passait plus rien d'extraordinaire sous le soleil. Pourtant, dans un petit village niché quelque part en métropole française, un événement hors du commun est arrivé à Antoine le Prieur. Un homme de 38 ans, cheveux châtains, mi-longs, silhouette élancée, aide-soignant de profession. Il avait travaillé dur pour s'offrir des vacances de rêve. Sans qu'il ne s'en doute, sa vie allait basculer à jamais lors d'un séjour en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie était le rêve d'Antoine depuis l'adolescence. Il s'imaginait nager au milieu des coraux, bariolés, frôler des poissons-anges et découvrir de ses propres yeux l'incroyable beauté sous-marine du Pacifique. Lors de cette escapade, l'homme, habituellement aide-soignant dans un hôpital métropolitain, se sentait déjà hors du temps. La lumière, l'eau chaude, la sensation de liberté étaient enivrantes. Un après-midi, alors qu'il explorait un atoll, un peu à l'écart des sentiers touristiques, il ressentit une vive brûlure à la cuisse. Il distingua une silhouette translucide s'éloigner dans l'eau. Il venait de se faire piquer par ce qui ressemblait à une méduse, sans doute un spécimen de cuboméduse, réputé pour la violence de son venin. Antoine se sentit aussitôt défaillir. La douleur irradiait, accompagnée d'un terrible vertige. Des plongeurs non loin de lui portèrent secours et l'emmenèrent en urgence sur la plage, où un médecin de passage appliqua un traitement local. Heureusement, il se remit de ses symptômes aigus en quelques heures. Il rentra chez lui, avec en apparence, comme seul souvenir désagréable de ses vacances, une cicatrice en forme de petite brûlure. Et l'étrange sensation que quelque chose d'autre avait changé au plus profond de lui. Une semaine après, Antoine retrouvait son service d'aide-soignant. Les couloirs au néon vif, les odeurs de désinfectants, les chariots de médicaments grinçants, tout cela n'avait pas changé. Pourtant, lui se sentait différent. Sa peau, en particulier, réagissait d'une façon étrange aux variations de lumière. Il croyait même, certains soirs en rentrant, voir son reflet disparaître un instant dans le miroir, ou se mélanger au motif de son salon. Cela dura quelques jours, jusqu'à ce qu'un samedi matin, en arrosant ses plantes, il remarque que sa main avait pris la teinte du mur contre lequel elle reposait. Comme un caméléon, sa peau s'était confondue avec le décor. Pris de panique, il lâcha l'arrosoir. L'eau éclaboussa le parquet, mais sa stupeur fut encore plus grande. En se concentrant, il constata que l'ensemble de son bras se fondait dans l'environnement. Rapidement, l'effet gagna son buste, ses jambes, et finalement il se rendit compte qu'il pouvait aussi désactiver cette invisibilité et retrouver son apparence normale. D'abord, il pensa consulter un médecin, mais l'appréhension fut trop forte. Comment expliquer un tel phénomène, sans passer pour un fou, ou pire encore, un phénomène de foire? Il opta donc pour la discrétion absolue, et décida d'explorer seul cette faculté inouïe. Les jours qui suivirent virent Antoine osciller entre fascination et crainte. Il continuait son travail à l'hôpital, répondant aux appels des patients, préparant les lits et distribuant les repas. Comme si de rien n'était. Mais en lui bouillonnait la tentation de tester ses limites. Peu à peu, il céda à la curiosité. Un soir, il se rendit invisible et erra dans les rues de sa ville, s'autorisant des intrusions furtives. Au départ, de simples espaces publics. Un parc où il surprit des confidences d'amoureux. Une supérette où il s'amusa à évincer la queue à la caisse. Sentiment exaltant de passer inaperçu, de voir sans être vu, de découvrir l'humain dans sa vérité crue. Très vite, il franchit un pas de plus en entrant dans des maisons, profitant d'une fenêtre mal fermée ou d'une porte peu surveillée. Là, il fut le témoin de scènes de vie intime. Un père de famille en train de raconter une histoire à ses enfants, dans une ambiance pleine d'amour et de rire. Une femme affrontant une crise de larmes, seule dans son salon, après une mauvaise nouvelle reçue au téléphone. Des disputes conjugales violentes et virulentes, ponctuées d'insultes. Antoine découvrit que la réalité humaine oscillait entre des changements de grâce inattendus et de tristes élans d'égoïsme. Les premiers temps, il se sentait presque investi d'une mission, celle de mettre à nu le vrai visage de ses concitoyens. Mais cette curiosité vira au malaise, le sentiment de transgression le rongeant peu à peu. Lors de ses errances nocturnes, Antoine surprit de plus en plus de comportements égoïstes et malsains.
Un collègue qu'il estimait, pestant et médisant sur le reste de l'équipe, se plaignant de sa situation. Un autre voisin autrefois affable, abusant des boissons fortes et projetant des actes malveillants contre un autre riverain. Des familles apparemment unies, mais révélant des secrets de rancune, de jalousie et parfois même de violence psychologique. Ce monde caché, ces travers intimes, finirent par lui peser énormément. Il prit conscience qu'en devenant le spectateur invisible de la vie d'autrui, il en avait aussi adopté une forme d'impudeur. Il se sentait sali par sa propre indiscrétion, tout en étant, malgré lui, envoûté par cette soif de tout savoir. Sous le poids de cette double culpabilité, celle d'avoir transgressé la vie privée des gens et celle de s'être rendu compte que même les êtres les plus avenants pouvaient nourrir de sombres penchants, Antoine sombra peu à peu dans un état dépressif. Il dormait mal, revoyait sans cesse les scènes les plus violentes, se demandant si toute l'humanité n'était pas irrémédiablement corrompue. Au travail, il s'isolait, parlait moins, sentant son humeur s'éteindre. Il n'avait plus goût à rien, perdait du poids et le peu de sourire qu'il affichait autrefois se transformait en une moue, triste et lasse. Finalement, à bout de nerfs, il renvoya une lettre de démission à la direction de l'hôpital, sans un mot d'explication. Il disparut du jour au lendemain, laissant derrière lui ce monde qui lui semblait empli de duplicité. Avec ses maigres économies, il s'acheta un véhicule tout-terrain de seconde main, puis prit la route des montagnes, fuyant la civilisation. Arrivé dans une zone reculée, où il ne se dressait que quelques rares hameaux, il trouvait un abri sommaire, une vieille cabane de berger, sans eau courante, ni électricité. La vie en altitude, rude et solitaire, offrit à Antoine un répit de l'agitation urbaine et de ses démons intérieurs. Les journées, il devait s'occuper à ramasser du bois, à puiser de l'eau dans un ruisseau glacé et à cultiver un modeste potager pour survivre. Les nuits, il luttait contre ses angoisses, se réveillant, parfois en sursaut, persuadé de voir des ombres ou entendre des bruits, échos de son passé récent. Paradoxalement, il trouva une forme de paix dans cette existence rudimentaire. Personne à espionner, plus de secrets à découvrir. Le silence de la montagne, brisé seulement par le vent et le hurlement lointain de quelques animaux, l'aidait à replonger dans son fort intérieur, à examiner son fardeau moral, sans nul autre à juger. Il tâchait de surmonter sa propre culpabilité. C'est au fil des mois, alors qu'il se croyait enfin plus calme, qu'Antoine commença à ressentir de nouvelles mutations. Déjà, depuis la piqûre, sa peau réagissait à la lumière et aux couleurs. À présent, elle devint de plus en plus translucide, comme si ses cellules perdaient leur teinte originelle. Ses cheveux, autrefois châtains, mi-longs, prirent une texture plus fine, presque gélatineuse par endroits. La sensation d'humidité devint permanente. Il transpirait davantage, comme s'il avait besoin d'un environnement humide pour s'épanouir. Peu à peu, il réalisa qu'il était obligé de trouver des points d'eau plus régulièrement, car sa peau semblait se dessécher anormalement. Les rares fois où il croisait son reflet, dans une flaque ou dans un miroir improvisé, il s'apercevait que son teint devenait trouble, d'un blanc laiteux tirant sur le bleu. Ses yeux, eux, prirent un éclat vitreux. Son corps entier commençait à se muer, ses muscles s'affinaient, se modelaient, et il avait la bizarre impression de se ramollir par endroits. Quand en proie à la curiosité, il activa son camouflage près d'une source. Il découvrit qu'il ne dominait plus autant ce pouvoir. Il clignotait par à-coups, comme si son organisme cherchait à fusionner sans cesse avec le milieu liquide. Au bout de plusieurs semaines, Antoine vit sa métamorphose prendre un tournant quasi irréversible. Les jours de pluie, il se sentait étrangement bien, presque euphorique, à laisser l'eau ruisseler sur son corps. De manière inexpliquée, il fut attiré par des zones marécageuses à mi-altitude, des cuvettes humides où se formaient des mares et des tourbières. Là, parmi les mousses et la vase, il trouvait un apaisement qu'il ne ressentait plus dans les espaces secs de la haute montagne. Sa silhouette changeait, il devenait plus élancé, son cou s'allongeait légèrement, ses membres redevenaient plus souples et son épiderme se parait de reflets irisés. Parfois, il avait la sensation que la gravité s'exerçait différemment sur lui, comme s'il pouvait se mouvoir dans l'eau aussi facilement qu'un poisson. Un jour, un soir, il effleura sa peau et crut sentir de minces filaments,
pareils à des tentacules, poussés autour de ses poignets. Il passait de plus en plus de temps à demi immergé, trouvant un répit dans ces marécages. La dépression, qui le rongeait depuis qu'il avait fui la civilisation, se mêlait désormais à une résignation presque bestiale. Il ne se sentait plus vraiment humain, et plus tout à fait lui-même. Sa conscience vacillait, tantôt dévorée par des pensées sombres, tantôt hypnotisé par les ondulations de l'eau autour de lui. Parfois, il se surprenait à songer à ses anciennes pérégrinations nocturnes, à se demander comment il en était arrivé là. Est-ce un châtiment pour avoir abusé de son pouvoir d'invisibilité, s'être immiscé dans l'intimité d'autrui, ou était-ce simplement la suite d'une mutation amorcée par la piqûre de la méduse qui imposait son dessein inéluctable? Dans la solitude de sa cabane, transformée en refuge aquatique, les flaques, l'humidité ambiante et l'odeur de vase ayant peu à peu envahi les lieux. Antoine abandonnait peu à peu son humanité. Ses pensées se faisaient plus diffuses. Il ressentait l'environnement avant de le comprendre, captant les vibrations et l'énergie comme un être venu d'ailleurs. Les rares randonneurs qui passaient parfois à proximité disaient avoir aperçu, entre les arbres et la brume des marécages, une forme blanche et translucide, glissant silencieusement. Certains parlaient d'une silhouette d'homme au mouvement ondoyant, presque diaphane. Personne ne s'approchait vraiment. L'endroit était trop isolé, et la créature, ou l'ombre, trop rapide pour qu'il ne s'en fasse une idée nette, des légendes locales commencèrent à circuler, évoquant un esprit des marais, un fantôme aquatique, ou une méduse fantôme. Pendant ce temps, Antoine, ou ce qu'il était en train de devenir, s'enfonçait chaque jour davantage dans l'eau. Trouvant son équilibre dans la boue et la fraîcheur, ses souvenirs d'aides-soignants, de couloirs d'hôpital et de vie humaine se dissipaient au fil de l'étrange mutation. Il ne lui restait qu'une sourde tristesse, un écho lointain de ses anciennes culpabilités, et cette attraction irrépressible pour l'eau et le silence. Chaque crépuscule, il sentait sa peau frémir et se dilater un peu plus. Parfois il levait un regard vide vers le ciel étoilé, en quête de sens, d'une rédemption peut-être, mais l'homme qu'il avait été se dissolvait peu à peu dans cette existence nouvelle, à mi-chemin entre la terre et l'eau, entre la solitude et l'instinct. Et ainsi se termina le voyage d'Antoine le Prieur, ancien aide-soignant victime d'une piqûre de méduse en Nouvelle-Calédonie, devenu successivement un invisible visiteur de la vie des autres, puis un ermite en quête de paix, et enfin une créature des marais, mi-homme, mi-méduse, sans que personne ne sache vraiment s'il trouvait là un absolu épanouissement ou l'ultime punition pour la curiosité coupable qui l'avait un jour poussé à scruter les misères et les beautés de l'âme humaine.